Donc le MSAS a été créé il y a 20 ans, mais il faut distinguer deux choses. Il y a le concept, c'est-à-dire quand les gens se sont remis ensemble pour créer un espace et dire et se demander qu'est-ce que nous pouvons faire pour contribuer à appuyer et à contribuer au renforcement de la jeune Université du Mali. Parce qu'il faut se rappeler, en 1998, l'Université du Mali, c'était ça le nom, avait 2 ans à peine. Donc MSA, c'était une initiative de la part principalement des jeunes chercheurs qui étaient en Amérique du Nord, certains étaient en Europe, et qui voulaient, ou disons qui avaient constaté qu'il n'y avait pas un échange entre les chercheurs maliens à l'intérieur du Mali, encore moins entre les chercheurs à l'intérieur et ceux de l'extérieur. Donc il y a 20 ans, c'était ça la situation. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que grâce à MSAS, grâce à beaucoup d'autres initiatives, y compris de celles des facultés, des universités et du gouvernement malien, la situation commence à changer. Donc nous sommes dans un autre cas de figure. Parlant de l'appui que le journal scientifique vous apporte dans le cadre de la diffusion, est-ce que vous pouvez nous citer quelques activités concrètement que ce journal fait auprès de vous? Bon, le journal a été quand même continue d'être très actif dans tout ce qui est la diffusion, la conception et aussi la création de nouveaux supports, que ce soit des bannières, que ce soit des bannières virtuelles sur Internet, sur des sites web, que ce soit des dépliants, quand même qui sont très bien faits. Et aussi, je dois dire, l'activisme du membre du journal avec lequel j'ai le plus de contacts, c'est Mardoché Boli. Je crois qu'il y a d'autres que j'ai rencontrés aujourd'hui. Et ça, c'est très important d'avoir ce relais-là qui nous manquait dans le passé. Il nous manquait un relais au niveau des campus qui existait mais qui n'était pas très puissant. Et aujourd'hui, on va avec un certain dynamisme au niveau du journal scientifique, que non seulement il y a cette coopération entre MSAS et le GSM, mais aussi il y a une coopération, on peut dire, à plusieurs niveaux entre l'MSAS, le journal et puis les jeunes chercheurs qui sont sur les différents campus de Badala, de Ségou, de Kabbalah. Et nous espérons aussi avec les régions, les instituts universitaires de la région, que ce soit à Tombouctou, que ce soit plus tard dans d'autres régions. L'objectif principal est décliné dans le thème global qui concerne la coopération scientifique sous forme de collaboration entre la diaspora et l'intérieur d'un pays comme le Mali, d'une région comme l'Afrique de l'Ouest et d'un continent comme l'Afrique. Donc ce modèle de coopération est en fait le modèle initial. Donc c'est comme si nous reprenons le concept initial avec lequel nous avons démarré le symposium malien sur les sciences appliquées, qui est le cadre de rencontres scientifiques formelles. Et puis nous, maintenant, c'est de mettre à jour, 20 ans après, avec de nouveaux moyens, avec un nouveau contexte comme le numérique, avec de nouvelles universités. Il y avait l'Université du Mali en 2000, aujourd'hui il y a 4 universités à Bamako, il y a une université à Ségou, il y a d'autres universités en création, à Gao, Tombouctou, Sikasso. Donc c'est renforcer cela. Et vous voyez aussi que dans la salle, il y a beaucoup de chercheurs, souvent surtout jeunes, talentueux qui sont venus d'autres pays, qui sont venus du Bénin, qui sont venus du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, qui sont venus du Sénégal, etc. Donc qui sont venus d'Europe et d'Amérique du Nord. Donc tout cela est vraiment très très important pour donner vraiment mettre l'accent sur l'originalité de MSAS. L'originalité de MSAS en tant que cadre de rencontre, c'est cela, que nous n'attendons pas tout du gouvernement, mais nous n'attendons pas aussi rien du gouvernement.
nous faisons le maximum que nous savons, mais nous savons que le maximum que nous pouvons faire, dont nous sommes capables, n'est pas suffisant. Et nous savons que nous devons continuer, même avec un appui conséquent des pouvoirs publics, nous devons continuer à nous battre pour avoir des ressources supplémentaires, pour avoir de nouveaux sponsors, pour rallier par exemple les corporations maliennes, les entreprises. Cette coopération académie-industrie qui dès le début faisait partie des piliers que nous voulons développer, qui sont encore importants, en plus du pilier privé-public. Donc je crois que tous ces éléments, ce n'est pas quelque chose de très nouveau, mais il s'agit vraiment de mettre l'accent et de renforcer, d'enfoncer le clou dans ce qui était vraiment à l'origine de MSAS. D'abord, je suis vraiment très content que depuis quelques années, nous voyons un afflux d'étudiants maliens. Nous l'avons vu en 2016, des salles pleines. Nous l'avons vu aujourd'hui à l'ouverture. Et j'espère qu'ils vont continuer à venir comme en 2016, aussi aux sessions, que les salles de session seront remplies. Parce que c'est là-bas que le travail se fait. C'est là-bas que les savoirs se partagent. C'est là-bas qu'on rencontre les gens qui font ces recherches. On peut prendre leur adresse email, on peut continuer à communiquer avec eux après qu'ils sont retournés en Lituanie ou bien au Canada, aux États-Unis, ou bien même à Ségou. Donc j'espère vraiment qu'ils vont profiter, qu'ils vont prendre cette occasion comme une très grande opportunité qui n'existe pas partout. Tous nos collègues qui viennent des autres pays d'Afrique nous le disent. Parfois, nos universités organisent des conférences, mais nous n'avons pas ce cadre qui est vraiment un cadre citoyen de promotion de la science. Donc, j'espère qu'ils vont vraiment qu'ils vont en profiter pour eux-mêmes. C'est un sentiment d'espoir pour dire que nous faisons notre chemin avec confiance et avec détermination. Et pour cela, il n'y a pas que nous ici présents au Mali, mais nous avons tous les scientifiques de la diaspora malienne aussi qui se joignent à nous pour que nous puissions porter ensemble tout ce qui est question de recherche, de technologie pour le bien-être du Mali. Donc en voyant la salle avec les différents âges qui sont ensemble, les différentes spécialités, on ne peut qu'espérer pour un Mali meilleur. Bon, pour les étudiants et les élèves, nous devrons reconnaître qu'il nous faut mettre en place plus de pédagogie, des enseignants bien formés qui peuvent donner l'amour de la science aux plus jeunes depuis leur tendre enfance pour qu'ils puissent bien aimer la science. Et pour ceux qui, sans beaucoup d'efforts, sont dans la science, c'est d'être attentifs, de les encourager pour qu'ils puissent progresser. Mais une fois aussi qu'eux, ils progressent, qu'ils puissent aussi soutenir les plus jeunes pour monter. C'est ce que je dis, il nous faut construire une synergie, une dynamique d'ouverture, de mettre ensemble nos efforts et de mettre la science en mouvement. Et je pense qu'avec de tels efforts, dans quelques années, nous allons inverser la tendance pour qu'il y ait plus de scientifiques, mais aussi pour qu'il y ait plus de littéraires bien formés, parce que la recherche scientifique, ce n'est pas seulement dans le domaine des sciences dures, c'est dans tous les domaines, y compris les sciences sociales. Donc, pour que l'esprit scientifique, la méthodologie de recherche scientifique puisse traverser tout ce que nous faisons, toutes les logiques de réflexion que nous allons mettre en place face à n'importe quel autre problème. Mais à travers l'initiative de MSAS, à travers l'initiative du gouvernement, je suis convaincu que ce n'est qu'une histoire de quelques années. Le Mali scientifiquement va émerger. Je suis Dr Traoré Adama. Je suis donc membre de l'Académie, membre fondateur de l'Académie des sciences du Mali. Je suis président du Collège des sciences agricoles et à ce titre, je suis un des vice-présidents de l'Académie des sciences du Mali.
Nous avons recruté les nouveaux membres par rapport à des critères. C'est des critères de grande expertise dans leur domaine, de grande renommée, d'impact, des gens d'une très grande moralité, et des personnes donc susceptibles de contribuer aux activités de l'académie. Et comme on le dit, l'académie cherche toujours à couvrir une expertise. Les membres de l'académie ne sont pas les seuls à procurer l'expertise. Je crois que dans notre présentation, ceci a été clair. L'académie, en réalité, doit aider à mobiliser les expertises. Donc, ça veut dire que les expertises qui ne seront pas pour le moment au niveau des académies ou de l'académie pourraient être mobilisées ailleurs auprès des institutions d'enseignement supérieur et de recherche scientifique. Et les nouveaux membres nous apportent justement une expertise complémentaire parce qu'avant l'appel à proposition, nous avons tenu compte des profils et de l'expertise des membres fondateurs et l'appel à proposition a sciemment ciblé des domaines, des expertises complémentaires aux nôtres. Donc on peut dire que mes attentes, c'est qu'effectivement, à travers ces nouveaux membres, nous serons encore beaucoup plus opérationnels et nous serons en même d'assumer pleinement notre mission. Les domaines d'intervention de l'académie, c'est que l'académie est là pour aider à la promotion de la science et faire en sorte que la science puisse aider et appuyer le développement économique et social du Mali. Et donc, par rapport à cela, le rôle de l'académie, c'est de ne pas imaginer, comme je le disais dans mon exposé, que des sommités, des savants, des personnes qui sont à un niveau de la haute science. Justement, notre promotion, c'est d'aller depuis les niveaux les plus bas, aider depuis le primaire à promouvoir cette culture scientifique, au secondaire promouvoir cette culture scientifique, à l'université promouvoir cette culture scientifique et arriver à un niveau supérieur. Donc notre souci, c'est vraiment la prise en compte de la globalité des différents intervenants dans le domaine des sciences et de la culture. Avec le EMSAS, il faut dire d'abord nous sommes au 10e symposium du EMSAS. Ça veut dire que le EMSAS existe depuis maintenant une vingtaine d'années et je fais partie de ceux qui, dès le départ, ont accompagné cette institution. De manière correcte, je pourrais dire que le symposium de 2000, j'étais déjà avec eux. Et quand je mesure ce qui a été fait par le EMSAS entre 2000 et maintenant, je suis extrêmement fier d'être aujourd'hui un président d'honneur du EMSAS. Et donc, les rapports entre le EMSAS et l'académie, je pense que je jouerai ce rôle charnière. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je me suis félicité d'avoir eu l'opportunité de faire la présentation sur l'académie au nom de mes confrères de l'académie. Et vous avez vu le caractère collégial par rapport aux réponses données. C'est pour dire que l'académie, nous sommes un vrai collège d'expertise et en fonction des questions, chaque membre de l'académie intervient. Maintenant, étant un membre de EMSAS, étant un président d'honneur d'EMSAS, pour moi, c'était un vrai défi de faire en sorte que ces deux structures puissent intervenir en synergie pour appuyer la promotion de la science et appuyer le développement économique et social à travers la science. Depuis la mise en place de notre académie, les activités que nous avons menées, je crois que d'abord, nous avons dû aider
à structurer davantage l'académie, à informer, disons, les institutions de recherche et d'enseignement supérieur, à asseoir les éléments pour définir un plan stratégique de l'académie qui permettra de baliser les activités qui seront menées. Mais en nous mettant déjà en place, il est clair qu'au niveau du pays, les choses n'attendent pas. Donc, notamment au niveau du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, nous avons été associés à toutes les grandes rencontres depuis 2017, fin 2017, date de notre création. Nous avons été associés aux différentes rentrées universitaires et nous avons eu aussi nous avons été également saisis par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour apporter l'éclairage de l'académie, notamment sur des documents. Vous avez le document sur le changement climatique initié dans le cadre de l'Union africaine qui nous a été soumis et pour lesquels nous avons émis des recommandations. Vous avez ce document dont on a parlé tout à l'heure pour autoriser l'utilisation des procédés de modification génétique pour aider à combattre le paludisme en faisant en sorte que les moustiques ne puissent plus continuer à transmettre la maladie. Nous avons également là émis effectivement un avis par rapport à cela en concertation avec le comité d'éthique au niveau du Mali. Et je peux dire que nous sommes actuellement en train d'envisager justement l'ouverture d'un second appel à candidature pour continuer à renforcer l'académie et surtout recruter les autres catégories de membres de l'académie que nous n'avons pas encore en place. Et notamment, une de ces catégories, c'est les membres correspondants. Et une bonne partie des collègues du MSAS qui vivent à l'étranger, qui sont des scientifiques de renom, pourront justement, à travers cette qualité, siéger en tant qu'académiciens. Vous avez leurs collègues qui sont venus des différents pays de la sous-région. Ils pourront également postuler et être des membres associés de l'académie. À l'endroit des jeunes chercheurs, vous savez, aujourd'hui, quand on écoute et quand on voit ce qui s'est passé, en tout cas dans l'arène du MSAS depuis une vingtaine d'années, on sent quand même que la jeunesse va aujourd'hui de l'avant. Et aujourd'hui, les présentations qui ont été faites, j'ai été moi-même extrêmement surpris de la qualité et de l'amélioration de ces présentations-là. Mais il faut dire que la jeunesse d'aujourd'hui en matière scientifique ne devrait pas désespérer. Quand moi, je démarrais ma carrière scientifique, les bibliothèques étaient incontournables. Vous devriez passer des mois à chercher les informations appropriées pour préparer vos thèmes de recherche. Aujourd'hui, nos jeunes gens ont une excellente maîtrise de l'outil informatique. Et vous savez vous-même qu'avec Google, avec juste un clic, vous rentrez et vous avez toutes les informations. Donc ce que nous savons, c'est que la manière dont nous avons aidé ce pays sur le plan scientifique pour l'appuyer dans son développement, je suis sûr que les jeunes feront encore beaucoup mieux parce qu'ils sont entourés aujourd'hui d'un environnement qui est extrêmement révolutionnaire par rapport aux capacités d'aider et d'appuyer le pays. Et en tout cas, mon encouragement, c'est que l'académie, et ceci fait partie de nos missions, appuiera une culture scientifique au Mali et appuiera toutes les initiatives qui permettront à notre jeunesse de s'affirmer sur le terrain scientifique. C'est un choix parce que quelque part,
j'ai été sollicité. Et puisque je travaille sur un domaine qui est un peu méconnu du grand public, et même du public scientifique, donc je ne fais que répondre à l'honneur qu'on m'a accordé pour venir parler de cette thématique agroécologie biologique au Mali. Donner l'état des lieux et peut-être orienter un peu les chercheurs pour qu'ils puissent encore prendre ça en compte dans leur démarche quotidienne de la recherche. Ça se passe très bien, c'est une très belle découverte avec des sujets très variés qui sont abordés et une bonne façon de faire coopérer les Maliens qui travaillent dans les universités étrangères et ceux qui travaillent ici et de garder le contact avec les étudiants. C'est un rapport assez récent en fait, c'est grâce à Mohamedou Souba qui m'a intégré en fait comme expert sur les questions de linguistique informatique, de traitement automatique des langues, d'automatisation. Ça s'est passé comme ça. J'espère avoir montré que certains outils informatiques sont assez faciles à utiliser et j'espère que ça peut encourager les gens à vraiment les utiliser pour mettre les langues africaines, les différentes langues maliennes sur Internet pour développer des outils et pour que la langue des ancêtres soit aussi la langue de demain. Alors, vous pouvez le trouver, c'est pas le mien, j'ai seulement aidé Mohamedou Souba à le mettre en ligne, c'est le site sonrai.org. Donc moi j'ai essentiellement fait un travail pour extraire les données des dictionnaires papier pour qu'elles puissent être ensuite utilisables, restructurées sur un format informatique et qu'elles puissent être ensuite utilisées pour mettre à jour la base de données. Chercher. Pas obligé de trouver, mais l'important c'est de chercher, écouter, être curieux, lire. Oui, c'est les jeunes chercheurs, c'est l'avenir. Les étudiants et les jeunes chercheurs, c'est l'avenir. Tout à l'heure, vous venez de présenter une étude sur le didégué. Nous voulons savoir le didégué, c'est quoi? Le didégué est un produit traditionnel préparé à base de riz, d'arachide, de condiments, n'est-ce pas, et de miel ou bien de sirop de sucre. Le didégué, on a mis en place une amélioration du didégué pour pouvoir lutter contre la malnutrition qui sévit au Mali. C'est un complément alimentaire qui peut lutter contre la malnutrition modérée. D'accord. Et quels sont les éléments nutritifs dans le didégué, on trouve des protéines, on trouve des glucides, on trouve des lipides, on trouve des vitamines, on trouve aussi beaucoup de minéraux tels que le fer, le calcium, le zinc, qui sont très nutritifs pour les enfants. En tout cas, le didégué peut représenter valablement, n'est-ce pas, un produit qui lutte contre la malnutrition modérée. Donc on peut l'utiliser, on peut le substituer, n'est-ce pas, à l'alimentation normale de l'enfant pour pouvoir lutter contre le manque de nutriments qui crée la malnutrition modérée chez les enfants. Le didégué par d'autres produits qui existent déjà, n'est-ce pas, qui n'ont pas la même valeur nutritive parce que le didégué est fait à base de produits locaux. De s'intéresser à l'amélioration du didégué amélioré pour qu'on puisse mettre sur pied, n'est-ce pas, ce produit à grande échelle dans tout le Mali pour lutter contre la malnutrition modérée. Le deuxième symposium, ça donne l'impression, en fait, toujours de cette mouvance que la jeunesse entretient. Et ça fait plaisir de voir les jeunes venir de peu partout. Des gens rayonnants par la volonté de savoir et qui se retrouvent justement pour parler de savoir. C'est une bonne chose et une belle expérience qui me fait plaisir de revoir. Bon, le but de ma conférence était de nous mettre l'accent sur l'environnement économique que nous vivons et qui est différent vraiment de l'environnement qu'on voit ailleurs. C'est un environnement assez complexe et pour montrer effectivement les difficultés auxquelles nous sommes confrontés et comment nous devons arriver à mieux comprendre notre environnement. Et ça, c'est très important. À défaut de cela, le risque est pour les économistes d'appliquer chez nous des politiques qui ne contribuent pas à améliorer la pauvreté. Au contraire, ça accroît la pauvreté au lieu de la combattre. C'est la spécificité de notre zone qui fait ça. Ça, c'est depuis sa création, j'avais été un peu sollicité parce que déjà j'étais assez soucieux de l'intérêt scientifique de la recherche au Mali. Et donc, quand ils sont arrivés ici,
Bon, et je pense même avoir aidé les premiers responsables à avoir des rencontres avec les responsables au niveau du Mali. Je me rappelle très bien de cela, avec M. Fad. Et bien sûr, les activités professionnelles ne nous avaient pas beaucoup de temps, mais j'ai assisté depuis le début, même de manière informelle, pour suggérer des choses au départ. Les participants, ils ont des buts assez divers, et autrement dit, le sujet est ouvert. Même j'ai assisté hier à une conférence sur la politique publique au Mali. Bon, aujourd'hui, j'ai fait aussi quelque chose un peu sur le franc CFA, c'est aussi un domaine des politiques publiques également. Donc c'est assez ouvert, c'est ouvert et vivant. Mon conseil, c'est un peu dit, ce sont des gens qui ont des expériences assez variées, qui viennent de plusieurs continents, de plusieurs horizons, de plusieurs disciplines. Bon, je les encourage à se retrouver, à penser que la science peut faire évoluer les choses au Mali et que si nous arrivons effectivement à convaincre nos dirigeants comme quoi la science est importante, eh bien, on mettra l'accent sur l'éducation, la formation, la recherche, qui sont autant d'éléments qui sont importants quand même pour l'avenir d'un pays. En réalité, moi, ma question, mon objectif, ce n'est pas ni de quitter ni de rester. Parce que l'homme aspire à améliorer toujours et en continuité sa situation. Ça veut dire qu'à tout moment, il faut faire un bilan. Si le bilan ne correspond pas à vos attentes, vous cherchez à renforcer les effets positifs et à amenuiser les effets négatifs. Si le bilan est carrément négatif, il y a en ce moment une décision à prendre. Mais je pense qu'au départ, il y a une méconnaissance de cette zone franc chez nous. Et cette méconnaissance nous joue de vilains tours. Parce qu'au lieu de le développer, le franc CFA est un moyen d'extorsion, un moyen d'exploitation, un moyen de régression pour les pays. Parce que nous prenons une mesure de régression des pays au nom de la dévaluation du franc CFA, qui n'est pas la dévaluation, qui n'est pas une politique de dévaluation, mais c'est une politique de diminution des poids et mesures qu'on confond avec une politique de dévaluation. Et c'est la mesure la plus régressive au monde. Depuis Copernic, c'est indiqué. Bon, je veux bien savoir que les malades se révoltent contre un remède qui paraît plus dangereux que le mal, mais il faut avoir une alternative. Moi, je travaille à cela. Je travaille pour mieux connaître notre environnement, pour mettre des politiques qui sont susceptibles de porter l'économie sur des sentiers de croissance, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, manifester, c'est une nécessité, mais ce n'est pas la solution non plus, parce que la rue ne peut pas avoir la solution. La solution est d'ordre scientifique et d'ordre politique, mais il faut que la science vienne au secours de la politique aujourd'hui. Le concours Miss Science, pas Miss Science, mais c'est un concours d'excellence interlycée. Pourquoi? Il y a plus de 10 ans, quand nous on était là à l'université, on commençait, il y a beaucoup de jeunes qui ne savaient pas concrètement à l'université ce qu'ils vont faire. Et ces choix, c'est déterminant pour leur vie. Donc, qu'est-ce que nous, on peut faire pour aider ces jeunes gens? C'est à partir de là qu'étant étudiant, on a initié ce concours d'excellence interlycée qui regroupe les lycées de Bamako et Kati, qui regroupait en ce moment les lycées de Bamako et Kati. Ensuite, on a voulu inviter les régionaux. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est d'abord faire les épreuves de mathématiques, ensuite physique-chimie. Il y a l'épreuve de mathématiques qui se déroule normalement, puis il y a une pause. Après la pause, pendant la pause, on essaie d'orienter les jeunes gens. C'est quoi les filières qui existent à l'université, comment faire pour aller dans tel domaine X ou Y. Et en même temps, après, il y a l'épreuve de physique-chimie. Donc, c'est des conseils d'orientation et d'inspiration qui se feront. Et en même temps, il y a une remise des prix. La remise des prix, ça permettra de récompenser non seulement les meilleurs des différents domaines, à savoir série sciences expérimentales ou bien sciences exactes et les lycées techniques, mais aussi de récompenser la Miss Math, la Miss Physique-Chimie et la promotion féminine. Ce qu'on a constaté, c'est que les récipiendaires venaient majoritairement d'un seul lycée. Est-ce qu'il n'y a pas eu des petits compromis pour pouvoir enregistrer assez de nombres dans ce lycée là-bas? Comment est-ce que ça se passe que c'est dans ce seul lycée qu'on a reçu au moins plus de 6 récipiendaires? Qu'est-ce qui se passe? Pour le concours, pour un début, c'était un concours d'excellence, comme on l'a dit. On prend les élèves et les lycées nous envoient les meilleurs, 3 par filière. Ce qui fait par lycée minimum 12 élèves. Première chose. Deuxième chose, avec le temps, qu'est-ce qu'on a remarqué? Les premiers de la classe ne sont pas toujours les meilleurs au bac forcément. Donc il y a des étudiants débrouillards ou des élèves débrouillards qui peuvent se porter candidats. Donc on a ouvert une liste, 70% envoyés par les lycées et 30% l'inscription en ligne. C'est aussi pour inciter les jeunes à utiliser les réseaux sociaux et autres de façon efficace et à bon escient. Pas seulement pour aller
faire WhatsApp. Donc, en ce moment, on va voir ça, quoi. Les 30%, ils peuvent regrouper plusieurs autres personnes qui ne sont pas dans un seul lycée. Ils peuvent être dans différents lycées, dépendant du choix. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Il y a des années, l'année passée, il y avait Mamacham qui était majoritairement primé. Et cette année, dépendant du nombre de candidats envoyés, c'est le lycée Rosea Bantara qui prime. Et pour vous rassurer pour ça, c'est une commission totalement indépendante de toutes les structures. Comme vous le savez bien, le club UNESCO, c'est universitaire et ça existe à travers l'Afrique de l'Ouest. Et le Next Einstein Forum, nous, on cherche le prochain Einstein africain. Donc, on a tout ce qui est à notre possibilité de non seulement préparer ces jeunes, mais aussi les former à avoir l'intégrité et l'honnêteté. Donc, c'est une commission totalement indépendante de tous les lycées. Donc, les lauréats qui ont été primés, vous allez le voir comme toutes les éditions, ils sont très souvent parmi les premiers nationaux du Mali et ils ont la bourse d'excellence, comme le cas de Boubacar Dabo l'année passée. Donc, à ce niveau, aucun problème et on n'a jamais eu une plainte dans ce cadre-là. Quelle est votre vision pour la prochaine édition? Déjà, la bonne chose, c'est quoi? On a dit, j'étais malheureusement à Kenyeba, une zone minière où il y a beaucoup de sociétés minières. Et dans tous les lycées, il y a juste un seul prof de physique-chimie pour tous les lycées. Ça veut dire quoi? Un seul prof pour plus de 1000 élèves. Impossible. Donc nous jeunes, est-ce qu'on est obligé d'attendre des communautés, des autorités communales ou bien de l'État pour pouvoir gérer ces problèmes? Non. Donc on a commencé déjà avec les bénévolats pour aller donner non seulement des cours de soutien au niveau des régions, mais aussi pour organiser des préparations avant le bac. Donc ça, c'est les deux premières choses qu'on a initiées cette année et qu'on veut pérenniser. La seconde chose, c'est quoi? C'est bien d'être formé, mais comment utiliser ta connaissance dans le sens du développement local, familial et international à venir. Donc on les forme non seulement à être excellents, mais aussi comment utiliser leur excellence dans le quotidien de tous les jours. Troisième chose, on veut aussi dans le futur proche qu'il y ait beaucoup d'entrepreneurs. On ne veut pas juste former pour former de façon classique, mais aussi qu'il y ait des idées de projets qui se mettent ensemble en groupe et qu'ils puissent avoir des mentorats à travers vous et nous pour que demain, le Mali puisse réellement retrouver le chemin du développement et qu'on n'ait aucune crainte d'avoir un système qui existe, mais que le président peut bouger. Donc quand on a ce système-là, il n'y a absolument rien à faire. Quel que soit l'homme, le système va tourner. Donc c'est ça notre mot de la fin et il y a espoir. Je vous remercie. Au niveau du symposium, on peut dire qu'au niveau des statistiques, nous avons eu une centaine d'articles qui ont été acceptés et présentés pour le symposium. Le symposium, on a eu en tout et pour tout 25 sessions, du lundi au jeudi, tous les jours de 9h à 11h30, une plénière sur l'heure du midi, de midi à 13h. Et l'après-midi de 14h30 à 17h, sinon même 17h30. En termes de thématiques abordées, on avait une vingtaine de thématiques qui passent par l'agriculture, l'entrepreneuriat et le développement local, la pharmacopée et la médecine traditionnelle, la simulation, la modélisation, les sciences appliquées. C'est ça, c'est les plus grosses thématiques là qu'on a eues durant le symposium. Et 20 ans après, quelles sont les innovations? Maintenant, en termes d'innovation aussi, on regarde un peu les premières éditions du MSA. C'est sûr que les tailles étaient moins grandes que celles que nous avons aujourd'hui. Et aussi, on essaie toujours d'amener des nouveaux secteurs de recherche et d'enseignement. Par contre, la particularité en termes d'innovation, c'est que nous essayons de laisser en fait l'initiative le plus possible aux acteurs. C'est pourquoi si vous regardez un peu là, on a organisé une session spéciale cette année sur la pharmacopée et la médecine traditionnelle. Et en 2016, c'était sur le cancer du col de l'utérus, par exemple, qui était vraiment l'événement phare. En termes de changement de lieu, ce n'est pas lié à une difficulté financière. En fait, depuis les dernières années, on faisait le symposium au CICB, au Centre international de conférence de Bamako. Malheureusement, le CICB est en réflexion. Donc, c'est pourquoi nous avons cherché une autre place pour le symposium. Nous avons fait le tour des places qui étaient potentiellement possibles pour abriter le symposium. Il y avait le mémorial Modibo Keïta, il y avait le CRES.
Donc nous avons fait le tour, on a évalué les espaces et c'est finalement le mémorial Modibo Keïta qui était le plus approprié. Parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit pour ce symposium-là, vu la situation au Mali, quand même on avait tenu compte de l'aspect sécurité. Donc c'est vraiment tout cela a tenu compte pour le choix du mémorial Modibo Keïta. Je pense que mon impression c'est vraiment une impression de satisfaction. On peut dire que le MSAS 2018 a été un franc succès en termes de nombre de participations, et ce qui est très réjouissant parce que nous voyons qu'il y a beaucoup d'étudiants et d'élèves qui ont participé, la jeunesse, ce qui est déjà très bien. Et en termes de nombre de papiers, le volume a augmenté et aussi même la qualité des présentations et des articles qui ont été acceptés. Comme je suis aussi membre du programme technique, je sais tous les articles qui ont été acceptés et présentés. Donc en termes de qualité scientifique, nous sommes très très satisfaits vraiment de la qualité des articles et des publications qui ont été faites durant ces symposiums-là. Et non, pour l'instant, le thème n'est pas défini. La façon dont on fonctionne, comme le comité quand même s'est réuni régulièrement, donc dès les prochaines semaines, on va identifier une thématique pour le MSAS 2020 et on va aussi préciser la date. En fait, le MSAS, les dates vont toujours être très souvent la dernière semaine de juillet, première semaine d'août. D'ailleurs, pour ce symposium-là de 2018, la date initiale d'ouverture, c'était le 29 juillet. Mais comme on a mis la date des élections le 29 juillet, on ne voulait pas vraiment faire le symposium le jour des élections. C'est pourquoi on a décalé d'une semaine. Mais le 2020, on va le faire la dernière semaine de juillet, première semaine d'août. Quelle est votre vision? Ma vision du MSAS, d'abord, ce que je peux dire, c'est que on peut dire que ce symposium maintenant quand même a atteint, comme je l'ai dit, un âge de maturité. Donc maintenant, il faut aller en renforçant les acquis. On ne peut plus reculer, donc il faut renforcer les acquis des 20 années qui se sont écoulées. Maintenant aussi, il faut passer à l'institutionnalisation de la société malienne des sciences appliquées, qui nous permettra vraiment de pérenniser un certain nombre de choses que nous avons à cœur depuis plusieurs années. Nous avons élaboré un plan stratégique pour la Société malienne des sciences appliquées. Dans ces plans stratégiques-là, il y a beaucoup d'initiatives, beaucoup d'activités qui sont prévues. Et avec l'institutionnalisation, je pense qu'on pourra atteindre ces objectifs-là. En fait, moi, je pense qu'avec le GSM, on peut vraiment déjà, à partir de ces débuts de collaboration-là, aller vers un futur, moi je dis toujours là, gagnant-gagnant. C'est sûr que les deux structures n'ont pas les mêmes objectifs, donc mais quand on met ensemble nos forces, cela peut être toujours un atout et pour le GSM et pour la Société malienne des sciences appliquées. Et par exemple, en termes de base de données, moi-même là, en dehors des activités du MSAS, on a tout un répertoire de chercheurs maliens à travers le monde, un répertoire de plus de 25 pages, où on a tous des chercheurs dans tous les domaines. Et je pense que ce répertoire-là, par exemple, là même pourra aussi servir à vous pour inciter des gens à venir publier dans votre revue. Donc je pense que les deux structures peuvent en tout cas renforcer ce début de collaboration que je trouve vraiment très très intéressante pour pouvoir avancer ensemble. Merci.